messieurs. Merci beaucoup pour vos éclairages. J'avais plusieurs questions très rapides. La première, c'est qu'est-ce qui fait que les documents sont classifiés, déclassifiés? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que là-dessus, on pourrait, nous, commission d'enquête, faire des propositions de déclassification? Première chose. Deuxième chose, sur les alertes de la population en amont des essais, est-ce que ça, vous avez dans les archives retrouvé les alertes étaient-elles suffisantes? Oui, non. Comment? Vous parliez de densité de population. Est-ce que l'océan est calculé comme étant, rentre dans les calculs de densité de population ou c'est juste la terre émergée? Vous parliez d'essais souterrains et d'essais aériens. Est-ce que le fait qu'on ait pu faire des essais souterrains en Algérie a une conséquence sur les essais aériens en Polynésie? Et enfin, la dernière question, c'est sur les aspects épidémiologiques. Avez-vous pu avoir accès à des enquêtes épidémiologiques? Merci. Alors, qui commence pour répondre? Plusieurs questions. Monsieur Philippe ou Monsieur Status? Je vais y aller. Sur la nature, sur la classification, je pense que le plus simple pour que vous fassiez une idée, c'est que je vous raconte peut-être la manière dont cette archive a été déclassifiée et vous percevrez, je pense, les jalons. En fait, ce qui s'est passé, ces documents, on en a connaissance parce que, pour reprendre l'histoire, au début des années 2000, il y a une plainte qui est déposée par plusieurs associations devant le pôle santé du tribunal judiciaire, enfin, ce qu'on appelait à l'époque le tribunal de grande instance, le tribunal judiciaire aujourd'hui de Paris, contre X, en fait, finalement, par un certain nombre de personnes qui avaient été impactées par les essais nucléaires. Et cette plainte, elle est portée par un certain nombre d'acteurs que vous auditionnerez demain, notamment les gens du cabinet TTLA, donc Tessonnière Topalov, Laforgue Associés. À l'issue de cette plainte, il y a des demandes d'actes. À l'époque, en fait, à vrai dire, on a une connaissance pas hyper bonne de la conduite des essais. Il y a eu il y a eu des rapports de la France qui ont été transmis aux Nations Unies, mais on n'a pas une liste de documents durcis sur tout cela concerne effectivement la conduite des essais. À l'issue de cette demande d'actes, ce qui s'est passé, c'est que la magistrate qui était en charge de ce dossier a demandé des documents à l'armée, qui lui ont transmis un certain nombre de ces documents qui forment en fait la base de cette archive-là. Et ce n'est qu'à l'issue de ce processus-là, donc, on est passé du stade où on ne connaissait pas les documents. Maintenant, on a une liste de documents. Et après avoir eu cette liste de documents, on peut demander, il y a une commission consultative du secret et de la défense, on peut demander des classifications de ces documents. Et c'est à l'issue de ce processus qui a quasiment duré 10 ans, en fait, finalement, que les documents dont Sébastien parle, qu'on en a parlé sur la Polynésie française, ont été déclassifiés. Et aussi une archive sur l'Algérie. En fait, la classification dans cette histoire, et je pense qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel la Commission peut agir, c'est aussi un frein à la connaissance, puisque, comme je le disais, il y a beaucoup de documents, évidemment, et je ne parle pas uniquement des rapports de tir, je parle des rapports sociologiques, ce qu'on appelait les rapports sociologiques, c'est-à-dire les rapports d'ambiance, effectivement, sur les îles. Il y a toute une partie de cette histoire qui est toujours contenue dans des documents, dont, à vrai dire, on ne sait pas vraiment s'ils sont déclassifiés ou non. Et si je me permettais de dire, effectivement, est-ce que ces informations sont proliférantes, c'est parce qu'en fait, à partir du moment où on considère qu'elles contiennent des informations proliférantes, il faut, comme le disait Sébastien, soit expurger ces données, soit ça peut être un frein à leur déclassification. Sur les alertes sur la population, on a, à la fois dans les documents, mais aussi dans la presse de l'époque, je ne dirais pas aucune alerte, parce que j'ai plus un souvenir suffisamment fin, mais il y a très très peu d'alertes effectivement de la population. Et d'ailleurs, la plupart des cas qui sont les plus contaminants sur lesquels on revient, ce sont des cas où finalement il n'y a pas eu d'alerte à la population. En fait, Centaure, il n'y a pas eu d'alerte à la population. Et Aldébaran, qui est le premier essai donc, de 1966, non plus. Il y avait peut-être une connaissance, peut-être de manière hyper locale, hein. C'est-à-dire que finalement, typiquement, à quelques heures avant le tir, effectivement, on mettait les gens sous des abris, etc. Dans certains cas, ça a pu être le cas au Gambier. Mais par exemple, si on parle de ces essais-là, notamment les essais au Gambier au début des années, en 1966, il y avait par exemple sur les premières campagnes de tir, il n'y avait pas d'abri. Par exemple, il y avait un abri sur une partie de l'île et pas sur l'autre partie de l'île. Donc, encore une fois, cette question des alertes à la population, il faut aussi répondre à ce qui était proposé en termes de protection. Et sur la densité de population, après, je laisserai peut-être Sébastien répondre aux autres questions et revenir s'il a besoin de préciser des choses sur ce que j'ai dit. Non, évidemment, il n'y avait pas
enfin, la densité des fonds marins et de la faune et de la flore marine n'était pas considérée. Et d'ailleurs, c'est un des points, encore une fois, bloquants de dans notre travail, c'est que à partir du moment où il y avait peu d'études, je ne sais pas, sur une population de telle ou telle, effectivement, espèce marine ou d'oiseaux, par exemple, dans cette partie de la population et de leur en fait, cohorte avant les essais ou après les essais, il est très difficile de dire si ça a eu quelles conséquences ça a pu avoir. En revanche, on a utilisé dans le livre un document du CEA qui date, je crois, de la fin des années 90, début des années 2000, qui décrit effectivement dans des termes assez durs ce que ça provoque sur les animaux. Donc effectivement, ça fait exploser des poissons, ça tue des oiseaux, etc. Et ça a eu des conséquences évidemment sur le vivant. Mais je m'arrête là et je laisse Sébastien peut-être embrayer. Juste pour rajouter au propos de Thomas, donc les derniers essais en Algérie, ils sont faits de manière souterraine. Ils sont faits aussi dans une période, on va dire, spéciale, on va dire, de l'histoire où ils sont après l'indépendance de l'Algérie. Les accords d'Évian permettent à la France de tester encore pendant 5 ans. À partir de 1966, il faut déplacer le site de tir et c'est à ce moment-là on choisit, on va dire, de le déplacer, avant ce moment-là, de le déplacer en Polynésie, mais jusqu'à la dernière minute, on se demande si on va pas pouvoir rester aussi peut-être en Algérie, où est-ce qu'on va les faire, est-ce qu'on peut en faire quelques-uns, les derniers, etc. Tout n'est jamais très clair et tout n'est jamais, on va dire, la réalité, je pense, du travail gouvernemental, c'est pas toujours tout nickel, on va dire. Mais il y a quand même il y a on va le répéter, il y a la connaissance claire que ces essais repassés avec des essais aériens, on va avoir des retombées atmosphériques sur les populations locales, aussi sur les pays d'Amérique du Sud, et que ça peut provoquer des remous, on va dire, par la population locale, mais aussi en termes diplomatiques, ce qui sera le cas d'ailleurs. Mais au début, hein, on a vu des documents qui, pour le coup, eux, sont disponibles aux archives nationales. On avait des documents qui peuvent dire, qui disaient on va voir ce que ça donne en 1966. On va faire nos essais atmosphériques. Et si la population locale n'est pas trop en désaccord, on va dire, ne fait pas de manifestations, et que la population en métropole, finalement, loin des yeux, loin du cœur, ne pense pas que c'est un problème, on continuera comme ça. Et en 66, on a, dès le premier essai, une retombée importante, et même, je dirais, très importante, sur une des îles habitées les plus proches du site d'expérimentation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va tout passer sous silence, en tout cas, de cet impact, on va dire, environnemental et sanitaire pour les populations locales. Passer sous silence pour les populations locales, ça ne veut pas dire passer sous silence l'évolution technique du développement des armes nucléaires françaises, puisque à chaque fois qu'on fait un test dans l'atmosphère, on libère des radionuclides qui sont aussi la carte d'identité de la technologie qu'on vient de tester. Et que tout le monde ramasse avec des filtres à particules, que ce soit les Américains, les Soviétiques et même les Suédois qui équipent des bateaux civils, transport de conteneurs avec des aspirateurs à particules pour récupérer les particules des essais nucléaires français. Les secrets de l'impact des essais nucléaires, ce sont pas des secrets techniques pour toutes les grandes puissances mondiales, ce sont des secrets, on va dire, qui sont opposés à la population et au problème de gérer potentiellement le désaccord des populations locales et métropolitaines dans la conduite de ces essais. Et donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Quant au rapport transmis par la France aux Nations Unies, là, je cite le professeur De Watter, qui est d'ailleurs aussi qui fait partie de l'équipe de l'INSERM, dont on est la seule finalement, où on a la connaissance d'études épidémiologiques qui ont été conduites sur plusieurs années. Quand ils commencent à travailler à ces études épidémiologiques, ils utilisent justement ces rapports fournis par la France aux Nations Unies et ils se rendent compte a posteriori,
en utilisant des données déclassifiées de 2013, que les doses qu'ils ont calculées avant sur les rapports des essais français aux Nations Unies sont plus faibles d'un facteur au moins 2 que celles qu'ils ont pu faire après avoir accès aux documents déclassifiés. Et la raison, c'est que, qui a été dite publiquement de manière très pudique, c'est que les données qui étaient fournies aux Nations Unies étaient lissées. En gros, on ne fournissait pas les valeurs exactes des retombées sur les différents atolls en Polynésie. On les lissait, on en faisait la moyenne, ce qui limitait finalement, on va dire, la qualité de toute étude épidémiologique et d'impact qui pouvait se faire basée sur ces données-là.